bien entendu, ça suscite l'adhésion. Mais il y a un autre aspect dont on ne parle pas beaucoup, c'est que il n'y a plus de théocratie chrétienne. Il y a des théocraties musulmanes. Et par conséquent, dans un pays laïque, où on applique la distinction entre la religion et l'État, il peut y avoir une difficulté à l'égard d'une religion qui, dans d'autres États, est une religion du gouvernement, une religion de l'État, une religion publique. Ça, c'est une véritable difficulté. Excusez-moi de vous interrompre, mais par exemple, le fait qu'aux États-Unis, le président jure sur la Bible, que Dieu est constamment mentionné, ça n'en fait pas une théocratie. Ça n'en fait pas une théocratie, mais nous avons connu ici des théocraties. Et la France a été une théocratie pendant très longtemps. Elle s'en est débarrassée. Ça n'a pas été sans mal. Ça a provoqué beaucoup de violences, beaucoup de massacres, beaucoup de guerres. Et aujourd'hui, la laïcité est à peu près installée et on comprend qu'elle veuille être défendue. Mais peut-être est-ce le mérite précisément de ces démocraties d'accepter une religion qui, dans d'autres pays, est une religion d'État et de l'accepter au nom des lois de la démocratie. Oui, c'est un mérite. Mais c'est une difficulté réelle. Non, mais il existe aussi beaucoup de républiques où la population est musulmane. On peut en citer plein. La Turquie, l'Indonésie sont des républiques où la population est musulmane. Et l'Iran est une théocratie. J'entends bien, mais ce sont des minorités. Il n'y a pas de destination historique pour les musulmans à vivre dans une théocratie. Encore une fois, le plus grand pays musulman sur Terre, c'est l'Indonésie. L'Indonésie est une république et nul n'en conteste le caractère démocratique. L'Iran est plutôt l'exception. L'Arabie Saoudite est plutôt l'exception. C'est-à-dire que je pense qu'on ne parle pas, et ça rejoint un peu les reproches que je fais aux musulmans modérés, qui ne mettent pas suffisamment en avant les extraordinaires réussites démocratiques, laïques et économiques des plus grands pays musulmans de la Terre. Basile de Kock. Oui. Alors j'ai entendu donc avec intérêt, d'ailleurs je suis d'accord sur ce que vous avez dit, d'ailleurs tous les deux, concernant les musulmans modérés. Mais ce qui m'étonne, c'est que en même temps, vous avez dit que les Suisses, à une large majorité, avaient pris une position qui, elle, n'est pas modérée. Et que les Français auraient pris la même. Alors, si ces gens-là, la majorité, 57,5% des Suisses, ne sont plus des modérés, et si 57% des Français ne seraient plus des modérés, même si éventuellement un vote comme ça ne serait pas possible ou serait anticonstitutionnel, ça pose le problème de savoir pourquoi ils font ça, quelle est leur peur. Et est-ce qu'on va s'attaquer aux causes de leur peur? Quel est ce rejet? D'où vient ce rejet? Moi, je pose la question, je ne dis pas que j'ai une réponse. On ne peut pas dire qu'il y ait 58% d'extrémistes anti-islamiques en Suisse ou en France. C'est une peur du terrorisme, parce qu'il y a une confusion catastrophique qui est en train de se faire entre l'islam et puis le radicalisme islamiste. C'est à cause du soir 3 ? Pas du soir 3, aussi, précisément. Non, mais aussi, c'est ça, c'est cette confusion qu'on voit sur l'affiche, effectivement. Alors qu'en fait, les minarets sont apparus très tardivement, vers le 8e siècle, je crois. Que je crois que les salafistes sont même pas tellement pour le minaret, puisqu'ils sont apparus tardivement. Et donc, il y a une confusion mentale épouvantable, et très, très grave. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi? C'est un refus de l'islamisation du paysage. Ça a été dit en Suisse. En Suisse, ils l'ont dit. Ils ont dit ça ne fait pas partie du décor. De la même manière. Les villages suisses, ils sont très bas comme ça, et puis donc... je crois qu'il y a deux peurs. Il y a celle que vous soulevez, c'est-à-dire islamisme égale terrorisme. Mais il y a aussi, je ne sais pas s'il faut appeler ça une peur, il y a une difficulté pour les Européens d'accepter que l'Europe a profondément changé. Et que l'Europe, depuis 30 ans, n'est plus une Europe chrétienne. Y compris que le paysage puisse changer. Oui, mais évidemment, non, mais c'est l'Europe qui a changé. Et il faut aussi comprendre, là d'une certaine manière je comprends, c'est pas 57% d'extrémistes en Suisse, c'est beaucoup de Suisses qui ont du mal à intérioriser le fait que la Suisse aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans, Paris aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans. Donc il y a un travail sur soi. De musulmans en Suisse. Oui, non, ça va. Non, il y a 400 000 musulmans sur une population de 7,5 millions en Suisse, c'est-à-dire 1 pour 18 à peu près, alors chez nous c'est 1 Français sur 13. Moi j'essaye de me mettre un peu du côté de ceux qui ont voté contre les minarets, de comprendre, outre la peur du terrorisme, il y a la difficulté d'accepter que
la civilisation européenne est en voie de se multiculturaliser, je sais pas comment on dit, et qu'il faut maintenant intégrer toutes ces traditions, tous ces cultes, toutes ces religions, et que l'Europe c'est ça. Et ce travail-là n'est pas encore arrivé à terme. Je suis complètement d'accord, et je crois qu'en France, tout au moins, il faut que le discours soit clair. Soit effectivement, on se réfère à la loi de 1905, où chacun a la liberté de croire, de ne pas croire et de croire en ce qu'il veut, parce que c'est fini l'époque où il fallait être de la religion du roi pour être sujet du roi. Et maintenant, on a décidé depuis 1905 qu'il n'y aura plus jamais aucune vision du monde supérieure à une autre, et qu'on peut être croyant et laïque si on accepte que sa vision du monde n'est pas supérieure à la tienne, et y compris à celui qui est athée ou qui a une autre religion, et qu'on fait ce système juridique pour accepter ça. Et dans ces cas-là, il faut appliquer la devise de la laïcité et accepter qu'on puisse être juif et français, musulman et français, bouddhiste et français. Et quand je dis français, c'est pas les papiers, c'est la culture française, c'est la pensée française, c'est qu'on a tous regardé les mêmes films, on écoute la même musique. Donc, soit on l'accepte cette laïcité, soit on est encore à l'époque de la pensée monolithique du temps du roi, où tout le monde doit être de la même pensée, uniforme, l'Inquisition et les croisades. Mais qu'on le dise, qu'on ne nous fasse pas comme l'égalité, que la République applique sa devise, qu'on ne nous fasse pas un discours et la théorie et la pratique qui ne suit pas. Si on est laïque, on donne les mêmes droits ou on restreint les mêmes droits à tout le monde. C'est comme l'égalité. Ou alors on dit la laïcité c'est un objectif, mais on ne l'a pas encore atteinte. C'est pour ça que tout notre calendrier est rythmé. C'est pas qu'un reste de l'histoire. C'est parce qu'on y tient, mais qu'on soit clair sur le débat. Et qu'on ne prenne pas les jeunes pour des imbéciles. Non, mais je voudrais savoir simplement qui est on. Les discours politiques. Ce que vous venez de dire on environ 22 fois, et moi je veux bien... Je me mets dans le on, mais je parle surtout des discours politiques, de tous les discours politiques. Oui, mais alors on vient d'en voir un paquet, et même à l'intérieur de l'UMP, c'est le bordel. Alors, moi je veux bien, mais on, c'est un con. Parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi entre Paillet et Xavier Bertrand, déjà c'est pas la même chose, sans parler de Jean-François Copé qui a d'autres ambitions pour lui-même et pour notre pays, éventuellement. Donc c'est pas clair. Ben, je peux vous donner une piste, moi. Il y a on, ça pourrait être OSS 117 qui a fait au minaret ce que la Suisse vient de leur faire. Je propose tout de suite de retourner dans OSS 117, le Caire nid d'espions avec Jean Dujardin, vous allez voir. Mais il va la fermer sa gueule! Ça commence vraiment à me faire suer. On parle du pays. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh! Entendez-vous pas, s'il vous plaît? C'est pas possible. Le micro là, c'est vraiment mal. Donnez-moi ce micro, ça. Ne faites pas l'enfant. Donnez-moi ce micro là. Bonjour. Oh, bonjour Lamina. Bien dormi? Oui, très bien, merci. J'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé qu'une femme sublime aux yeux marrons m'apportait mon petit déjeuner au lit. Vous dites ça à toutes les femmes? Non, seulement aux femmes sublimes aux yeux marrons qui m'apportent mon petit déjeuner au lit. Besmela. J'aime me beurrer la biscotte. Ah, dites-moi, Larmina, cette nuit j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Le muezzin? Vous avez fait taire le muezzin? Le Muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin. Ah, j'ignorais. C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. On m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir.